1, il est 6h39 à l'approche des municipales. L'un des principaux enjeux est l'éducation. En septembre dernier, le ministre Jean-Michel Blanquer lançait une mission sur l'orientation et l'égalité des chances pour les jeunes de la France dite périphérique. Une mission, Pierre de Villeneuve, confiée à votre invitée Salomé Berlioux, présidente de l'association Chemin d'avenir. Bonjour Salomé Berlioux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes contents de vous voir ici à Europe 1 parce que vous êtes l'incarnation de ce monde qui change, qu'on écoute tous les jours. Parce qu'Europe 1 vous a récompensé au Trophée de l'Avenir 2019 dans la catégorie éducation. Le monde change, la France bouge. Vous qui, rappelons-le, venez d'un petit hameau de l'Allier qui est allé jusqu'à Sciences Po Paris. Vous avez donc été missionné. Vous avez rendu d'ailleurs votre rapport en suivant 1000 jeunes de cette France qu'on dit rurale, qu'on dit oubliée. Et pourtant, cette France-là, elle veut aussi bouger à son niveau. Absolument. J'ai mené 6 mois de travaux. J'ai mené 130 entretiens, à la fois avec des chefs d'établissement, avec des professeurs, avec des jeunes, avec des représentants des collectivités territoriales, de façon à aboutir à la fois à un constat, à un diagnostic très précis de la situation de ces jeunes qui grandissent dans les zones rurales et dans les petites villes de France. C'est plus de 10 millions de jeunes Français qui y vivent actuellement. Et puis aussi pour aboutir à une série de préconisations adressées aux ministres et au pouvoir public, de façon à permettre à ces jeunes de réaliser pleinement leur potentiel. Car aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes un jeune qui grandit dans le cœur des Vosges, de l'Allier, de la Drôme, vous n'êtes pas dans la même situation de départ face à l'avenir que quand vous grandissez dans le cœur de Paris, de Lyon ou de Bordeaux. Alors, ils sont 10 millions et globalement, en quelques mots, quelle est leur situation ? Ils sont coupés du monde ? Non, on peut absolument pas dire ça. Et d'ailleurs, grandir à la campagne, ça présente évidemment un certain nombre d'avantages. Et comme vous le disiez, je le sais très bien, j'ai vraiment adoré mon enfance à la campagne. La seule chose, c'est que quand vous arrivez à l'adolescence et au choix d'orientation, après le brevet, après le baccalauréat, les choses se compliquent. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans un village parfois isolé d'une grande métropole, vous n'avez pas accès à toutes les formations à côté de chez vous, vous n'avez pas forcément accès à des stages pour enrichir votre curriculum vitae, vous n'avez pas forcément accès non plus à des rôles modèles vers lesquels vous tournez. Je vous donne un exemple très concret. Il y a quelques semaines, avec Chemin d'avenir et la Fondation Jean Jaurès, on a commandé une enquête d'opinion à l'IFOP et un des résultats qui était vraiment criant, c'était celui-ci. Vous avez un écart de plus de 20 points entre les jeunes des zones rurales d'une part et les jeunes d'agglomération parisienne d'autre part, quand on leur demande s'ils ont l'impression de faire ou de vouloir faire des études ambitieuses. Et ça montre bien, c'est tout à fait en accord. Donc ils sont découragés en fait. À résultat scolaire dans la moyenne nationale, ces jeunes ont une orientation qui est beaucoup plus contrainte, beaucoup plus limitée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous formulez 4 propositions. Alors je formule 4, on va dire, enjeux majeurs quand il s'agit de ces jeunes-là. Donc un des premiers enjeux, c'est celui de la représentation de ces jeunes, de leur reconnaissance. Comment ces jeunes sont perçus, comment ils se perçoivent et comment faire en sorte qu'ils soient mieux intégrés au récit national. Pour vous le résumer d'une phrase, comment faire en sorte que ces jeunes ne se disent pas « ce n'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne ». Donc cesser de les décourager. Voilà, et faire en sorte exactement qu'ils se sentent autorisés et qu'ils existent. Ouais. Premier enjeu. Deuxième enjeu, un enjeu d'information, d'orientation et d'ambition, de façon à ce qu'ils puissent prétendre à autant de métiers, autant de formations que les autres. Troisième enjeu, un enjeu de maillage territorial, ça veut dire faire parler ensemble des acteurs qui parfois ne se parlent pas au profit de ces jeunes-là. Et quatrième enjeu, et il est majeur, un enjeu de mobilité. Et face à ça, à travers ces 4 axes, j'ai préconisé 25 propositions concrètes. Alors je vous donne un exemple. Pourquoi ne pas faire en sorte que les jeunes de ces territoires, comme les autres d'ailleurs, aient le permis de conduire à 17 ans, de façon à ce que plus tôt, ils puissent aller chercher les opportunités, des opportunités culturelles, des opportunités de stage, des opportunités... Parce qu'on se déplace plus facilement avec une voiture. Parce qu'on se déplace, que la voiture est essentielle pour les jeunes dans ces territoires-là. Pourquoi ne pas faire en sorte que les grandes écoles prennent en compte, certes, une forme d'ouverture sociale, et elles y travaillent, mais aussi une forme d'ouverture territoriale. Ça veut dire aller chercher le jeune qui grandit dans un territoire isolé et qui ne sait pas du tout que Sciences Po ou une école de commerce existe, qui ne se sent pas autorisé à y prétendre. Ils ne le savent pas. C'est-à-dire que parfois, ils ne savent même pas l'existence d'une école comme Sciences Po. Le nerf de la guerre, exactement. Si vous ne savez pas qu'une voie existe, comment faire pour y prétendre ? Moi, j'ai découvert ce que c'était que Sciences Po quelques semaines avant le bac. Vous l'avez découvert comment ? Bien trop tard. C'est un article dans la presse sur lequel je suis tombée, mais on n'en parlait absolument pas, ni chez moi, ni dans mon établissement. Et vraiment, ma situation n'a de sens que parce qu'elle fait écho à celle de millions de jeunes Français. Elle est où la faille ? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ça ? Est-ce qu'il y a trop d'élitisme des grandes écoles parisiennes ? Est-ce qu'il y a des opérations de lobbying ? Comment est-ce que... Non. Alors, et surtout, en fait, là, je vous donne l'exemple des grandes écoles, mais ce qui est assez significatif, c'est que c'est la même chose pour ces jeunes s'ils ont envie de travailler dans la lunetterie ou dans l'orfèvrerie. C'est juste que quand vous grandissez dans le cœur de Lyon,
tout est à proximité de chez vous, à 15 minutes de métro. Vous avez envie d'aller dans un salon de l'orientation, ça existe. Vous avez envie de parler avec un architecte ou un ingénieur, ça existe. Dans une zone rurale, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, quand même, forcément. avec les réseaux sociaux, avec tout ce monde connecté, tout ce monde qui change, Là Internet. où vous avez raison, c'est que Internet facilite l'accès à l'information. Mais si je reprends mon exemple d'un jeune qui grandit dans le Puy-de-Dôme, bon, très bien, tout à coup, même s'il est d'origine modeste, il va découvrir ce que c'est qu'une école d'ingénieur. Et pour autant, est-ce qu'en un claquement de doigts, il pourra y accéder? Certainement pas. Comment ça se passe ensuite, le cursus? Vous qui êtes arrivé rue Saint-Guillaume, à Sciences Po Paris, comment ça s'est passé ensuite? Vous étiez, je vais faire une caricature méchante, mais vous étiez la petite fille de province qui était mal vue par les bourgeois parisiens ou pas du tout? Ce qui est certain, c'est qu'il y a notamment une question de code qui est un petit peu difficile à acquérir. Quand vous découvrez Sciences Po et que vous avez l'impression de ne pas avoir eu accès à un certain capital culturel, je le sais pour en avoir beaucoup parlé avec des camarades de promotion qui étaient dans le même cas, qu'ils viennent d'ailleurs du fin fond de la campagne ou qu'ils viennent d'une banlieue, d'un quartier prioritaire, on a l'impression d'avoir un retard à rattraper, qu'on rattrape. Mais ça veut dire que derrière tout ça, il y a un vrai sujet d'égalité des chances, dont Jean-Michel Blanquer d'ailleurs a éminemment conscience, le fait de m'avoir missionné sur ce sujet-là. Moi, j'ai frappé aux portes pendant des années en disant n'oubliez pas les jeunes de la campagne, ça existe, c'est un vrai sujet, ils sont des millions, il faut le traiter, ce sujet-là. Et Jean-Michel Blanquer est, à ma connaissance, le Premier ministre de l'Éducation nationale à dire très bien, on va essayer d'en faire une priorité. Eh bien, on va suivre ce rapport que vous lui avez remis. Merci beaucoup, Salomé Berlioux, d'avoir été avec nous.